Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. La descente a commencé sans résistance. Au-dessus de la stratosphère cristalline de Juno 7, 4 cuirassés extraterrestres ont rompu leur formation, leurs coques scintillant selon des motifs géométriques de hiérarchie de commandement. Le vaisseau de tête marqué des 2 sauts du domaine Dravari a libéré ses vaisseaux de largage en rafales synchronisées, 50 porte-avions d'assaut plongeant dans le ciel silencieux et précis comme si ce n'était qu'une question de formalité. L'amiral Sek Talvir du Dravari regardait le flux avec un mouvement satisfait de ses 2 mandibules. Le Dravari regardait le flux avec un mouvement satisfait de ses 2 mandibules, ses 6 yeux, scrutait la projection de données zéro résistance électromagnétique. Aucune grille de défense planétaire active, aucune flotte en orbite, les humains n'avaient rien fait. C'était la confirmation de tout le Conseil, il avait cru que ce serait rapide, dit-il d'une voix semblable à du gravier immergé dans l'huile. Début du déploiement terrestre. Derrière lui, la voix diplomatique résonnait doucement de l'écho du vote final. La motion a été adoptée à l'unanimité. À compter d'aujourd'hui, toutes les colonies humaines doivent être sécurisées et leur population intégrée au service militaire auxiliaire, reprogrammant les installations à déployer dans les secteurs désignés. Les biens culturels devaient être archivés, les protocoles d'intégration linguistique devaient commencer en un seul cycle, et la résistance civile devait être pacifiée avec un minimum de pertes. La voix appartenait au haut orateur Relotkar de l'ascendance Corin, dont le crâne translucide vibrait d'une douce lumière sous une couronne de crêtes osseuses. Son image scintillait dans le centre de commandement de chaque flotte. Des dizaines d'espèces avaient pris part à la décision. Les 5 Atari, le conglomérat Mitari, le collectif Voctran, unis par la commodité plus que par l'idéologie, l'humanité était sacrifiable, jeune, seule. C'est ce qu'ils pensaient. À la surface de Juno 7, les zones d'atterrissage flamboyaient d'orange sous le souffle propulsif des transporteurs de troupes descendants. Des nuages de poussière ondulaient au-dessus des flèches urbaines immaculées qui se dressaient dans le ciel tels des monolithes d'ivoire. La ville était silencieuse. Pas de soldats, pas de citoyens, pas un mouvement. Le commandant El Arslan, de la force d'intervention de Mitari, ajusta les valves de son respirateur en descendant de son vaisseau. Ses membres arachnides claquèrent légèrement contre le pavé marbré. Ses troupes se déployèrent en formation, armes au poing, scrutant la situation avec des capteurs à spectre complet. Rien, aucune résistance, marmonna son lieutenant, les yeux agités derrière la visière de son casque. C'est abandonné. Non, répondit Elarsan, en rétrécissant ses fentes optiques principales. Il attend. Ses fentes optiques principales. Il attend. Il s'attendait à des bunkers. Peu, être des émeutes, pas au silence. Là-haut, le flux orbital zoomait, renvoyant des données à la passerelle du porte-avions Voctran Relaxus. Le capitaine Drockel observait les images en silence. La mégapole de Juno 7 était immaculée, préservée du chaos et du déclin. Mais ce n'était pas ce qui le troublait. Sa géométrie. Chaque tour, chaque boulevard, chaque place suivait un plan trop précis, trop structuré. La ville n'était pas conçue pour le confort ou la fonctionnalité. Elle était structurée comme un système mécanique, comme un système dormant. Avant que Drockel puisse exprimer cette pensée, une impulsion de fréquence profonde se fit entendre sur les communications. Pas un bruit, mais un sismique. Un signal. Il venait des profondeurs de la ville. Au sol, les escadrons de Mitari se figèrent tandis qu'une secousse traversait la chaussée, silencieuse mais indéniable. Une seconde suivit, puis une troisième, plus forte que la précédente, et Juno Sept se réveilla. Au début, ce n'était qu'un sifflement. Les sommets de plusieurs tours s'ouvrirent comme des pétales d'acier, leur intérieur illuminant d'une lumière bleue incandescente. L'énergie déferla dans les conduits internes. Ce qui semblait être des flèches décoratives se fendit en deux, se rétractant pour révéler des réseaux de rails magnétiques. Une à une, les tours de Juno 7 se transformèrent. Des immeubles d'habitation se fendirent le long de fissures cachées, révélant des blindages. Les rues se fissurèrent et se soulevèrent, non pas sous l'impact, mais volontairement. D'imposants carters de turbines se déployèrent comme des fleurs épanouies, leur cœur s'enflammant d'énergie plasma. « Qu'est-ce que c'est » murmura son second. Puis vint le son,
une résonance grave et gutturale qui fit vibrer chaque os de son corps. Ce n'était pas mécanique, c'était vivant. Le sol sous eux explosa. Du centre de la ville, ce qui ressemblait autrefois à un monument civique s'éleva sur des piliers articulés, le sol se fissurant et s'effondrant tandis que la tête d'une énorme machine émergeait. Ses yeux, si tant est qu'il s'agisse de ses yeux, brûlaient d'une lumière rouge pulsée. Des canons s'étendaient sur ses flancs. Des nacelles de missiles surgissaient de ce qui avait été des cours, et Larsan hurla à la retraite trop tard. La Tarasque tira, les canons électriques lancèrent leur charge à une vitesse hypersonique. 3 vaisseaux de largage se désintégrèrent. Des lances à plasma jaillirent des canons montés sur la tour, transperçant les transports de troupes blindées comme du papier. Des pans entiers de la force d'invasion furent anéantis en 30 secondes. En orbite, la flotte Dravari chancela, tandis que les transmissions terrestres s'éteignaient. Talvir titouba, les yeux écarquillés. Que se passe-t-il là-bas? Une nouvelle transmission s'est brisée à travers les parasites. Pas de voix, juste un signal explosif. Crypté, humain, militaire à l'ancienne. Unité 4A engagée. Nombre de victimes confirmé. 2913. Talvir ne comprenait pas. Puis les chiffres ont commencé à s'actualiser en temps réel. Le 2913 devint le 406, puis le 7291. Le commandant El Arsan n'atteignit jamais son point d'évacuation. Une onde de choc provenant du canon principal de la Tarasque vaporisa tout son peloton d'un seul coup. Au-dessus de lui, une rue entière se souleva, se sépara en segments et pivota vers le ciel, révélant des réseaux de missiles qui ciblaient et tiraient simultanément sur les transports en fuite. Un par un, les vaisseaux envahisseurs restants tentèrent de fuir l'atmosphère. Le ciel devint blanc. Sous la ville, des propulseurs à plasma s'allumèrent. La structure colossale de la Tarasque émergea de la coque effondrée de Juno 7, les vestiges de la cité ennemie se détachant comme une peau morte. Sa coque miroitait sous un blindage actif, brûlé par des centaines d'impacts, dont aucun n'avait pénétré. La machine était plus qu'une forteresse. C'était une arme d'embuscade et elle était aéroportée. 3 porteurs extraterrestres tentèrent une interception coordonnée, flanquant la Tarasque qui s'élevait. Ils ne parvinrent jamais à porter. Des contre-mesures automatisées, déclenchées depuis des silos suborbitaux, dissimulés sous la croûte terrestre, lancèrent des torpilles guidées qui se fragmentèrent en milliers d'éclats cinétiques en plein vol. Les porte-avions se déchirèrent comme du vieux parchemin dans une tempête. De retour à bord du Relaxus, le capitaine Drockel peinait à reprendre le contrôle. Des dizaines de canaux de communication hurlaient simultanément des demandes d'aide pour l'évacuation pour la compréhension. Aucun ne parvint à se replier en orbite haute. Il cria à toutes les unités de reculer. Son écran devint noir, puis clignota une fois que l'unité 4A était engagée. Compte actuel, 20 et 1487. Puis une autre ligne apparut. Début du cycle de sillage secondaire. Du côté obscur de la Lune, des relais endormis commencèrent à clignoter. 2 seulement, puis 3. Tandis que des formes silencieuses s'agitaient sous le régolithe. Talvir avait vu suffisamment de guerre pour comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas des représailles, c'était une préparation. Les humains n'avaient pas seulement construit des défenses, ils avaient construit des pièges, et maintenant les pièges se refermaient. Alors que les flottes extraterrestres restantes tentaient de se replier, leur calme s'estompa. Des champs de brouillage se multiplièrent dans le secteur, coupant les relais de navigation. Les trajectoires de fuite furent perturbées. Certains vaisseaux tournoyèrent en rond, d'autres entrèrent en collision, provoquant le chaos. Une poignée d'entre eux tentèrent des sauts à l'aveugle, pour finalement émerger au cœur de champs d'astéroïdes ou de réseaux de mines soigneusement posés. En dessous d'eux, Juno Sept ne ressemblait plus à une ville. C'était une arme, un mensonge forgé dans l'architecture, un fantôme d'acier. Et ce n'était que le début. Le signal de Juno 7 n'avait pas cessé de résonner dans les relais galactiques lorsque la vague suivante démarra. Dans les profondeurs des archives Almedari sur Chlor Prime, les tentacules du conseiller Veinar s'enroulèrent autour de sa console de données tandis qu'il visionnait les images pour la 9e fois. L'ascension de la Tarasque, la destruction des bataillons de Mitari, la brèche atmosphérique finale où la cité elle-même s'est envolée et a incinéré 3 vaisseaux capitaux. Pas de défense, pas de négociation, juste l'annihilation. Ce ne peut être une ingénierie humaine, siffla-t-il, sa voix vibrant dans sa cavité vocale thoracique. Son assistant,
Une créature plus petite de la même espèce hésita avant de parler. Les données préliminaires provenant d'autres secteurs suggèrent le contraire. Les nageoires dorsales de Veinar seraient dire. Quels autres secteurs? Rhea, Arcos Prime, la ceinture des clans. Tous ont plongé dans l'obscurité ces 2 dernières heures. Ailleurs, dans une salle de guerre souterraine sur Draïl, 4 espèces différentes de l'Alliance de l'Anneau extérieur se disputaient des flux brouillés. Un émissaire qatari frappa violemment la table de projection avec un de ses membres barbelés, sa voix grésillant dans son nœud de traduction. Il s'agissait d'un confinement, pas d'une extinction. L'amiral Voctran présent, une silhouette imposante avec des plaques d'obsidienne superposées et une bouche invisible, hocha lentement la tête. Sa réponse lui parvint par une transmission textuelle sur un écran latéral. Nous avons été déjoués. Les colonies n'étaient pas des colonies. C'étaient des appâts. Déjoués. Les colonies n'étaient pas des colonies. C'étaient des appâts. La panique gagnait silencieusement les étoiles. Ce n'était pas la défaite qui les ébranlait. C'était le silence de la Terre. Aucune déclaration, aucun ordre de représailles, aucun message. Dans 12 secteurs, des forces opérationnelles se regroupèrent et lancèrent de nouvelles flottes vers des systèmes contrôlés par les humains, déterminés à rétablir l'ordre avant que la peur ne se transforme en effondrement. Des renforts se dirigèrent vers IA, un site de terraformation de classe 4 connu pour ses exportations agricoles et sa population civile peu technologique. Les éclaireurs signalèrent de légères anomalies thermiques, probablement liées à une activité géothermique. Aucun signe d'armement. À leur arrivée, ils découvrirent la ville effondrée. Vu de l'orbite, cela ressemblait à un gouffre. Mais c'était une structure, un effondrement délibéré. Une coque d'acier inversée s'enroulait autour d'un noyau central qui scintillait faiblement sous un blindage actif. Et avant qu'ils puissent comprendre ce qu'ils voyaient, le sol s'embrasa. D'énormes pylônes jaillirent des parois du cratère, projetant des impulsions de choc coordonnées en arc parfait. Les vaisseaux d'invasion tombèrent dans un piège cinétique, entraînés dans une descente en spirale. Au-dessus d'eux, ce qui ressemblait à une station météorologique se transforma en tourelle de bombardement plasma. En 7 minutes, la flotte avait disparu. À Arcos Prime, un scénario similaire se reproduisit. Les scanners révélèrent ce qui semblait être un anneau orbital en construction. La flotte s'approcha prudemment, tentant d'établir le contact. L'anneau a répondu avec une impulsion EMP focalisée, si précisément modulée qu'elle a contourné les harmoniques du bouclier et a grillé toutes les interfaces de navigation des croiseurs extraterrestres, puis les missiles ont été lancés depuis l'intérieur des bâtiments, depuis de fausses tours de communication, depuis des sculptures dans des parcs publics. Au moment où la 5e colonie a répondu à l'attaque, la galaxie avait perdu plus de 40 soldats et 6 vaisseaux capitaux, et la Terre est restée silencieuse. En orbite basse au-dessus de la Terre, à bord de l'Elminster, vaisseau amiral de l'UEDF, le pont de commandement baignait dans un éclairage tactique tamisé. Des interfaces holographiques scintillaient, affichant des données en temps réel provenant des confins des systèmes habités. Au centre se tenait le général Johnson Miles. Autour de lui, la passerelle était occupée par une douzaine d'officiers, vétérans au visage ridé et aux doigts immobiles, jeunes tacticiens aux yeux sans sommeil et à la voix saccadée. Personne ne parlait sans y être invité. Non pas par crainte de lui, mais parce que personne ne perdait de temps en sa présence. Mills fixait la projection du secteur de Calderis, Juno 7 désormais marqué par une étoile rouge sans nom, juste des chiffres. En dessous, de nouvelles icônes apparaissaient, Rhea, Arcos Prime, ceinture d'éclon. Chacun était marqué en gris, puis en rouge, puis en vert foncé. Le vert signifiait le succès, pas la survie, ni la victoire, mais l'exécution. Le capitaine Lennox s'approchait discrètement, un bloc de données à la main, confirmation de la ceinture d'éclon, unité secondaire synchronisée, aucun vaisseau survivant. Mill ne quittait pas la projection du regard. Temps de réaction 6 minutes. Cycle d'interception complet. Il hocha la tête. Acceptable. Derrière lui, le lieutenant Adrian Stewart, l'un des plus jeunes officiers sur le pont, déglutit difficilement en surveillant la télémétrie en direct d'Arcos Prime. « Ils essaient de se regrouper », murmura-t-il. Mill se tourna légèrement. « Définissez-les. » Les flottes du Conseil. Nous observons des réalignements d'unités près de la bordure d'Avara, 9 groupements tactiques d'au moins 4 espèces convergents. « Bien, » répondit Miles, « laissez-les faire. » Il n'y eut aucun applaudissement sur la passerelle,
Aucune acclamation. Seul le bourdonnement de la coordination et le doux bruit des doigts glissant sur la vitre. « Appelez Réa », dit-il. L'hologramme se déplaça. Une carte du terrain aplati apparut, montrant une topographie disséquée du site de la colonie. Il désigna une structure à la limite sud. Qui a autorisé le tir d'artillerie depuis ce secteur? Lennox intervint. C'était la décision du colonel Héron, monsieur. L'évacuation avait échoué. Il avait agi en priorité. Mill l'étudia un instant, puis hocha brièvement la tête. Notez sa discrétion. Il avait pris la bonne décision. Stuart se pencha en avant. Monsieur, ils essaient toujours de nous contacter. Mill haussa un sourcil. Quel secteur? Multiple. Transmission conjointe de Corin, Métari et Dravari. Il demande un dialogue. Condition de cesser le feu. Le silence se fit dans la salle. Mill marqua une pause. Y a-t-il des opérations avancées actives à leur portée? Non, monsieur. Alors, nous ne les entendons pas. La salle reprit son mouvement. Aux confins de la ceinture des clones, la dernière force d'invasion a péri dans un champ d'astéroïdes. L'une d'elles était équipée de mines de proximité et de pièges gravitationnels déguisés en matériel minier. La flotte eut à peine le temps de se déployer que les rochers explosèrent, transformant la bataille en un massacre en quelques secondes. Un capitaine extraterrestre, Trex Volar de l'Essam Qatari, survécut juste assez longtemps pour envoyer une dernière transmission explosive. L'humanité nous a trompés. Les colonies étaient des navires de guerre, les villes étaient des armes. Il faut comprendre qu'elles attendaient. Il mourut quelques secondes plus tard, lorsqu'une pointe cinétique orbitale traversa sa passerelle de commandement à Mach 17. Pas d'explosion, juste une ligne de chaleur à travers le métal et l'atmosphère. Puis le silence. De retour à bord de l'Elminster, Mill se tenait devant un écran séparé, non projeté sur le reste de la passerelle. Il était vieux, plus vieux que la plupart de ceux qui servaient sous ses ordres. L'interface était simple, utilitaire. Pas de creux, pas de lueur ambiante, juste une colonne de texte vert sur fond noir. Projet, unités actives Tarasque, 6 unités dormantes, 19 préparations stratégiques, contraction verte, synchronisation neuronale verrouillée, stable. Il resta immobile, la mâchoire serrée, le regard immobile, comme s'il cherchait à voir au-delà des données. Son reflet flottait faiblement dans la vitre, ses traits burinés encadrés par le poids silencieux des conséquences. Une main planait sur les commandes, ses doigts se recroquevillèrent, puis se détendirent. Un nouveau message s'alluma. « Souhaitez-vous lancer la phase globale 2 ?» Mill le fixa une seconde entière. Puis il n'y toucha plus. Au lieu de cela, il se tourna vers le poste de commandement. Lancer des scans obscurs sur toutes les colonies frontalières. Balayage des anomalies toutes les 12 minutes. Inclure la dérive statique atmosphérique. Le capitaine Lennox se retourna brusquement, les sourcils froncés. « Monsieur, cela inclut les secteurs civils. Nous allons déclencher les premiers déclencheurs d'évacuation. » Panique. Mill hocha la tête, le regard fixe, alors qu'ils paniquent et repartent dans la bonne direction. De l'autre côté de la passerelle, quelques regards s'échangèrent silencieusement. Stuart leva les yeux de sa console, la bouche pincée. « Monsieur, » demanda-t-il prudemment, « s'ils reprennent l'escalade ?» Mill croisa son regard. Cette fois, il marqua une pause, et lorsqu'il parla, son ton était moins mordant et plus grave. Ils l'ont déjà fait. Ils ne comprennent pas encore à quoi ressemble l'escalade. Ils ne comprennent pas encore à quoi ressemble l'escalade. Il se tourna vers l'holocarte centrale, où une douce pulsation bleue brillait de l'autre côté de la bordure d'Avara, l'une des unités endormies, toujours intacte. Sa voix baissa, à peine plus qu'un murmure. Nous ne voulions pas de ça. Stuart se déplaça, resserrant son emprise sur le bord de son poste. Lennox hocha brusquement la tête, se tournant déjà pour exécuter les ordres de scan. Un officier subalterne au fond de la salle baissa les yeux, les épaules tendues, puis régla un panneau de contrôle sans qu'on lui dise. « Ils ont choisi cette voie, » poursuivit Miles. Plus fort maintenant. « Mais nous avons choisi d'être prêts. » Il retourna au centre du pont, s'arrêta, se retourna. Pas de message, pas de menace, pas d'exigence. Qu'il comble le silence. Un silence s'installa sur le pont, non pas une absence de mouvement, mais un bruit. Les mains bougeaient, les yeux fixés sur leurs tâches. Mais sous chaque respiration, chaque frappe, quelque chose de plus profond s'était installé. Une conviction, silencieuse, inébranlable et partagée.
Et derrière cette conviction, le poids silencieux d'un homme qui en assumerait le coût. Le couloir à l'extérieur du pont de commandement était silencieux. Le général Mills se tenait seul, une main posée sur la structure métallique d'un hublot qui surplombait la haute atmosphère terrestre. Sous lui, les continents tournaient lentement sous des voiles de nuages. Son reflet était flou dans la vitre, le front plissé, le regard fatigué, le bord de son col d'uniforme pressé contre son cou. Il n'avait pas dormi, pas depuis Calderas, pas depuis que les villes avaient hurlé et que les étoiles s'étaient tues. Il observait la lente courbe de la planète, sa forme, chez lui. Puis son regard se porta sur l'ardoise de données qu'il tenait dans l'autre main, où une alerte silencieuse clignotait en bas de l'écran. Tarasque, UZ. Synchronisation complète confirmée. Mills jeta un dernier coup d'œil, puis se retourna à l'intérieur. 7 ans plus tôt, dans une installation souterraine sous la banquise antarctique, la température à l'intérieur du dôme de briefing était proche de 0. De la vapeur s'échappait des tasses à café oubliées sur la table. 12 hommes étaient assis en demi-cercle approximatif face à un mur de projection de schémas. Pas de couleur, pas d'animation. Juste du noir et blanc, des structures filaires, des composants, des nœuds. Au centre, le squelette d'un objet massif. Mi-ville, mi-machine. Une arme. Le général Mills se tenait au bout de la table. Il était plus mince, plus vif. Ses cheveux n'étaient pas encore gris. Il désigna un groupe de lignes près du centre du diagramme. C'est là que le réseau de boucliers spinaux s'intègre aux évents à plasma, dit-il. Il ne peut pas être monté en surface. Peu importe ce que disent les ingénieurs orbitaux. Un homme à côté de lui, le docteur Nolan Fuchs, l'un des principaux architectes système, se pencha en avant, ajustant ses lunettes avec un tremblement qu'il tentait de dissimuler. « Monsieur, si nous submergeons ce réseau sous les tours d'aération, nous perdrons 90 secondes d'activation défensive lors du décollage. » Mills ne broncha pas. « Ensuite, nous concevons les tours pour qu'elles tirent en fouille. Nous n'aurons pas de seconde chance. Ce ne seront pas des navires de guerre. Ce seront des villes. Leur retard sera notre défaite. » Au fond de la salle, l'amiral Pierce, le plus âgé des hommes présents, s'éclaircit la gorge. « Et si on ne les utilise jamais ?» demanda-t-il. Mills soutint son regard. « Alors, nous gagnerons sans tirer. » Le silence s'installa dans la pièce. À bord du vaisseau de guerre extraterrestre Voraxium, la panique se répandit comme une infection. Le pont de commandement trembla, tandis que les capteurs se déformaient et se transformaient en parasites. Le vice-chancelier Nevin Corr du domaine du voile, une silhouette élancée aux écailles cobalt, dont les épaules étaient parcourues de tentacules sensoriels en forme de ruban, agrippait le bord de son trône de ses doigts griffus. « D'où vient l'interférence ?» s'exclama-t-il. Son analyste en chef des capteurs, un Itari aux yeux pâles nommé YXL, bégaya en essayant de répondre. Pas de l'espace. De l'intérieur. Monsieur, c'est récursif. Ils sont dans nos propres systèmes. Une seconde plus tard, un gémissement aigu perça le pont. Les lumières s'éteignirent, virèrent au rouge, et le hublot principal du Varaxium s'éteignit. La flotte à l'extérieur avait cessé de bouger. Ou plutôt, elle se déplaçait, mais de manière erratique. Les croiseurs pivotèrent sur eux-mêmes. Les frégates se percutèrent. Les systèmes de contrôle de tir s'allumèrent au hasard. Puis l'un d'eux ouvrit le feu sur un autre, sans avertissement, sans ordre, simplement à cause d'une confusion des capteurs et de données de ciblage corrompues. Mills observait tout cela depuis l'holosphère tactique de l'Elminster. Toute l'armada d'attaque de Val se déchirait, tirant sur les fantômes, lançant des contre-mesures contre les fantômes. Mills observait tout cela depuis l'holosphère tactique de l'Elminster. Toute l'armada d'attaque de Vaille se déchirait, tirant sur les fantômes, lançant des contre-mesures contre les fantômes. Injection de signal active, rapporta Lennox à côté de lui. La boucle de rétroaction est stable. Mills hocha légèrement la tête. Maintenir jusqu'à l'effondrement. Un autre flux s'ouvrit sur l'interface, celui-ci en orbite au-dessus d'Araxis, une plaque tournante commerciale neutre dans la zone intérieure. Un destroyer Voctran avait commencé à lancer des ogives nucléaires vers ses propres porte-avions de soutien. L'image fut coupée par un bruit parasite. Il y a bien longtemps, sur un site d'essai souterrain du nord du Nevada, le premier prototype de tour d'inversion d'énergie s'est activé. Il n'a pas tiré, mais réfléchi.
Un croiseur drone construit à partir de plaques de coque de Mitari récupérées a ouvert le feu avec des lances à plasma standard. Au moment où les faisceaux ont heurté les parois inertielles de la tour, ils se sont courbés, ont été pris dans un réseau d'inversion sphérique et ont été renvoyés vers le drone, le coupant en deux. Mill se tenait derrière le hublot renforcé avec le docteur Fuchs et l'ingénieur en chef Al-Mazri, l'air indéchiffrable. Il hocha simplement la tête. Voilà. À côté de lui, Fuchs se frotta les mains pour se réchauffer. Ce faisceau n'était pas seulement réfléchi, il était amplifié. Al-Masri, un homme discret avec un implant de données qui clignotait contre sa tempe, ajouta sans lever les yeux. Conservation de l'énergie par redirection, pas par bouclier, mais par un dôme de réfraction militarisé. Mill croisa les bras. Réduisons-le. Toit civil, pylônes électriques, flèches de minaret. Si ça ressemble à une arme, ils le sauront. Fuchs baissa son café sans boire. Al-Mazri cligna des yeux, puis détourna le regard du hublot. L'amiral Pierce se pencha en arrière, les bras croisés, la mâchoire serrée, comme s'il en avait vu trop pour argumenter, mais pas assez pour être d'accord. Dehors, la neige s'accumulait silencieusement contre le dôme renforcé. Un silence glacial avait calculé que 7 ans plus tard, le silence reviendrait, mais cette fois, il hurlerait. L'effet était le même à travers des dizaines de systèmes stellaires. Des transmissions inondaient le réseau interstellaire, dans des explosions de panique. Nous sommes attaqués. Non, nos propres systèmes nous bloquent l'accès. Ils ont inversé notre réseau de commandement. Impossible de voir, impossible de cibler. Enclenchez le repli. Toutes les unités, enclenchez le repli. Nous perdons le contrôle de la navigation. Quelque chose nous perturbe. Les réseaux de ciblage sont actifs. Ils tirent sur les alliés. Impossible de les désactiver. Ils arrivèrent dans toutes les langues, chaque message étant brouillé par des parasites ou écrasé par un code étranger. Dans la station orbitale du Conseil de Vagarkai, une flèche massive surplombant la lune capitale du corps Dravari, le conseiller Yeltarn écrasa son bâton sur le commandement. De Summonan veut que des transports d'évacuation soient lancés de tous les niveaux, cria-t-il. Son personnel hésita. Les grands et rigides drapés de crêtes dorées bioluminescentes n'étaient pas connus pour leur émotion, mais la voix de Yeltarn se brisa. Un assistant s'avança, la voix tremblante. « Monsieur, les relais du port sont hors ligne. Impossible d'initier les cycles de départ. » La grille de trafic, puis une ombre passa devant le hublot. 3 vaisseaux, noirs mat, sans insigne, sans signature thermique, sans communication. Ils planaient en silence. La voix de Yeltarn devint cassante. Sont-ils humains? Nous ne les avons pas détectés. Nous ne les avons même pas vus. Aucune réponse ne vint, mais le ciel au-dessus de la station se remplit de lignes de ciblage, et les transports qui réussirent à décoller furent arrachés de leur orbite avant de franchir le puits de gravité de la Lune. Sur l'Elminster, le lieutenant Stewart tressaillit lorsqu'un nouveau signal parvint à sa console. « Monsieur, nous avons des tentatives d'évacuation confirmées depuis le commandement central de Dravari. » Mill se pencha légèrement. « Statut ? Bloqué. Nous les avons surpris en plein décollage, brouillé leurs données de navigation avant qu'ils ne quittent leur orbite. L'os ne bougea pas, mais sa mâchoire se crispa. Il ne célébra pas. Il baissa les yeux sur la carte holographique, puis toucha un point de contrôle dans le trafic actuel du couloir central. Voyons qui sera le prochain à exécuter la projection. Zoom sur des dizaines de vecteurs de mouvement. Pas de formation militaire. Civil. Masse civile. Lennox fronça les sourcils. Vol de réfugiés. Ils essaieront de faire passer ça pour une manœuvre diplomatique, répondit Miles. Mais on a déjà vu ça. Ils envoient des fonctionnaires sur un canal et des familles sur un autre. Ils brouillent les pistes. Ils étendent notre champ de vision. Monsieur, certains de ces navires ont des enfants à bord. Mill ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tapotèrent une fois sur l'holotable, puis une seconde fois, plus lentement. Finalement, ils se serrèrent le poing. « Je sais, dit-il. » Sa voix n'était pas froide, juste définitive. Puis il leva les yeux, la voix plus assurée. « Et je sais exactement quelles espèces ont fait la queue pour voter notre disparition tout en nous serrant la main. Vieux, juste définitive. » Puis il leva les yeux, la voix plus assurée. « Et je sais exactement quelles espèces ont fait la queue pour voter notre disparition tout en nous serrant la main au sujet des accords commerciaux. »
Il s'avança, s'adressant à la salle plus ouvertement, d'un ton toujours contrôlé, mais clair. Il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit d'un message. Toute flotte observant ces navires filés se souviendra de ce qu'est le silence, de ce que devient la patience lorsqu'elle s'épuise. Le silence qui suivit n'était pas incertain, c'était de l'écoute. Mills étudia les vecteurs de mouvement une seconde de plus, puis se tourna vers Lennox. Déployez des orbitales silencieuses près des lunes extérieures. Je veux une résolution maximale du capteur, mais pas d'engagement, sauf si on vous tire dessus. S'ils fuient, laissez-les faire. S'ils mentent, démasquez-les. S'ils tirent, il laissa les autres planer en l'air. Puis il en termina. Assurez-vous qu'ils ne reçoivent pas de deuxième tir. Il lança à Stuart un regard non pas froid, mais pondéré. Nous ne sommes pas ici pour être craints. Nous sommes ici pour être compris, et ils comprendront à quoi ressemble la préparation. De l'autre côté du blot du pont, une autre tarasque apparut. Et quelque part, profondément sous la surface d'une colonie minière oubliée, une autre ville s'agita. L'acier se déplaçait sous le sol, les turbines tournaient en silence, attendant leur heure. La machine était éveillée, et elle n'était pas seule. D'autres attendaient sous les villes, dans les nuages, derrière les étoiles, près, au-dessus de la courbe bleue de la Terre. La flotte ne bougeait pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout ce qui comptait était déjà en place. À 1000 km d'altitude, le mur de défense humain pendait comme un nœud coulant en orbite basse, immobile, silencieux et observant. L'Elminster trônait en son centre, flanqué de 12 croiseurs furtifs et d'une formation de plateformes d'artillerie verrouillées en orbite, camouflées dans des satellites inanimés. Aucun signal n'a été envoyé, aucun moteur n'a brûlé, aucune lumière n'a clignoté et aucun vaisseau extraterrestre n'a osé s'approcher. Le réseau de communication galactique était passé de la panique à la paralysie. 37 systèmes ont diffusé des demandes d'informations ouvertes. 19 ont lancé des appels officiels à la négociation. 11 ont envoyé des conditions de cessez-le-feu dans le vide. Les humains n'ont répondu à aucune d'elles. Sur la passerelle de l'Elminster, le général Miles se tenait les bras croisés, les yeux fixés sur une immense sphère de télémétrie orbitale projetée sur la table de guerre. Chaque anneau représentait un niveau différent de défense planétaire. Il pulsait lentement, d'un rouge profond, stable et intact. « État du périmètre », dit-il. Le capitaine Lennox répondit sèchement. « Anomalie détectée. Anneau zéro verrouillé. Les 6 positions géosynchrones signalent un état positif. Ascendance? Rien que des débris à la dérive et des ombres de sonde. » Mills hocha la tête. Parfait. Il se tourna vers Stuart, penché sur une console à l'autre bout de la passerelle. Des nouvelles des zones mortes? Stuart tapota quelques touches. Tarasque U-12 confirma un verrouillage silencieux sur Kaltus Reach. Aucun vaisseau n'y est entré à moins de 5 UA au cours des 9 dernières heures. Mills ne parla pas immédiatement. Il étudia la télémétrie comme s'il attendait qu'elle le trahisse. Rien ne vint. Le silence. Pas la paix. Quelque chose de plus froid. Dans la citadelle de l'accord primordial, capitale de la coalition Trex, la panique n'était plus un murmure. Elle était un hurlement. Le haut magistrat Crochdale, un être serpentin aux crêtes osseuses segmentées et aux veines phosphorescentes, se tenait recroquevillé dans sa chambre de commandement, les branchies palpitant d'une détresse visible. Les humains ne transmettent rien, gronda-t-il. Pas d'avertissement, pas de liste d'exigences. Ce n'est pas ainsi que l'on mène la guerre, même par des primitifs. Ada Versick, une jeune Trex aux vrilles oculaires frémissantes, s'approcha prudemment. « Monsieur, nous avons intercepté plusieurs effondrements de commandement sur les lignes Metari et Dravari. Ils ignorent qui est encore aux commandes. » Crochdale se tourna vers le flux. Des images vacillèrent de sénateurs Mitari hurlant dans des communications inactives, s'agrippant à des interfaces de contrôle qui ne répondaient plus. Dans une autre, un haut maréchal de Voctran s'effondra pendant un discours public, le flux de données s'interrompant au milieu d'une phrase tandis que ses signes vitaux s'aplatissaient. « Avons-nous eu des nouvelles de la Terre ?» demanda Crochdale. Seul le silence. « Alors, nous devrions supposer que nous avons déjà perdu. » L'anneau terrestre s'agita. Invisiblement, pas pour un œil non averti. Mais à travers les systèmes d'Elminster, des milliers de protocoles dormants se réveillèrent. Des unités de défense automatisées synchronisèrent leurs trajectoires orbitales. Les plateformes ferroviaires cinétiques se décalèrent à des degrés microscopiques. Au-dessus de l'océan Indien,
Un groupe de satellites de ressources camouflées se dépouilla de leurs enveloppes extérieures et se verrouilla en position d'attaque, exposant des canons à bobines à neutrons censés défendre des hémisphères entiers. Mill observa la mise en service. Il ne donna aucun ordre. Il n'en avait pas besoin. Chaque système attendait. « Intégrité de phase » demanda-t-il. Lennox scruta les relevés, verts sur toute la surface. Les anneaux 1 et 2 sont chargés à pleine puissance. Tous les réseaux de miroirs sont alignés. Stuart leva les yeux. Aux commandes. Tous les réseaux de miroirs sont alignés. Stuart leva les yeux. Monsieur, les optiques atmosphériques confirment des anomalies visuelles depuis le sol. La visibilité des civils s'améliore. Mill hocha lentement la tête. Qu'ils voient. Ils doivent savoir que nous sommes toujours là. Il s'avança, les bras le long du corps, le visage indéchiffrable dans la lueur bleue de la projection. Derrière lui, un léger carillon l'interrompit. « Monsieur », dit Lennox en ajustant sa console. Une masse non identifiée vient de rompre le silence magnétique au-dessus de la crête ouest. Sa taille correspond à celle d'un éclaireur léger, probablement en reconnaissance. Cap, interception en cours avec anneau 2, faible vitesse. Aucune arme prête. Laissez l'IA s'en charger. Un léger bourdonnement parcourut le pont. En orbite, loin au-dessus du Pacifique, l'intérieur du vaisseau de reconnaissance identifia 3 occupants et désactiva toutes les fonctions électroniques en moins de 4 secondes. Une seconde plus tard, sa propulsion s'allumait en marche arrière, entraînant le vaisseau jusqu'à un arrêt contrôlé juste avant la 2e sonnerie. De retour sur l'Elminster, un nouveau flux s'ouvrit. 3 infiltrés extraterrestres, de l'espèce Gahari, minces et polyarticulés, dotés d'une peau chlorophyllienne et d'un plan crânien, étaient figés à l'intérieur de leur vaisseau, leurs membres maintenus par des pinces à lumière dure. Aucun mouvement. Aucune chance de s'échapper. Cicada afficha l'intégralité de leur protocole d'infiltration ligne par ligne, piraté et décrypté en temps réel. Stuart cligna des yeux vers l'écran. Il pensait y arriver. Ils n'étaient pas censés survivre, dit Miles. Ils étaient censés nous tester ou nous effrayer. Et maintenant, Mill secoua légèrement la tête. Ils font désormais partie du silence. Le silence s'épaissit. Sur Loxvaren, la lune capitale de Mitari, les retransmissions en direct commencèrent à montrer des fractures. Les flux d'ancrage bégayaient en cours de diffusion. Les panneaux gouvernementaux s'éteignaient en pleine session. Sur un flux, une administratrice de haut rang pleurait ouvertement lorsque sa diffusion était interrompue, s'agrippant au nœud de signal comme pour le supplier de parler. Sur le triunet de Corinne, le surveillant suprême, Aligvo, sa forme gélatineuse, contenue dans une structure blindée rigide, tenta de publier une déclaration de cessez-le-feu à l'échelle du système. Les mots ne furent jamais transmis. Les satellites humains tués en orbite autour de leur rayon karma s'étaient déjà réalignés sur Elminster. Le lieutenant Stuart regarda tout cela arriver, lent, interrompu, et se dénoue. « Monsieur, dit-il plus doucement, ils se brisent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ce que nous faisons. » Mill se tourna vers lui. Son expression n'était pas celle de la colère. Elle était fatiguée. Ils sont habitués à la peur qui parle, qui exige, qui aboie avant de mordre. Il se rapprocha de l'interface centrale et posa ses 2 mains sur son bord. Ils n'ont jamais vu la peur attendre, écouter. Un silence. Puis Stuart demanda « On leur parle maintenant ?» On répond. Mills fixa un instant le plan orbital. Des milliers de vaisseaux, aucun humain, pas un seul à moins de 5 UA. Il regarda par le hublot avant. Pas encore. Dans une chambre spéciale, au cœur de l'Assemblée de la Charte Galactique Unie, une réunion de 24 espèces membres sombra dans le chaos. Des hologrammes clignotaient tandis que les représentants s'interpellaient. Des drones de sécurité bourdonnaient au-dessus de leur tête, tentant de maintenir l'ordre. Le conseiller Soren Vell, un humanoïde à la peau pâle, dont les tempes étaient parcourues de sillons sanguins translucides, frappa la table de ses 2 mains. Ils n'ont formulé aucune exigence. On ne sait même pas ce qu'ils veulent. Alors, demandez-leur, cria quelqu'un. Nous essayâmes. La pièce se remplit de cris qui se chevauchaient, d'images de flottes détruites, d'images de villes transformées en armes, d'enregistrements de transmission se terminant au milieu d'une phrase, et, par-dessus tout, le même signal sonore. Répété, inchangé, Freud, un seul mot,
synchronisé. Puis, plus rien, aucune exigence, aucune déclaration de guerre, aucune réponse, juste la Terre, toujours en rotation, toujours silencieuse, toujours en attente, et aucun d'eux n'est prêt pour la suite. 42 minutes après le silence du dernier signal de la charte galactique, le ciel de Varlin vira au rouge. Le trafic orbital continuait normalement. Des patrouilles militaires suivaient des trajectoires de surveillance en boucle. Des transports civils empruntaient des couloirs strictement réglementés entre la Lune et les anneaux de lancement équatoriaux de la planète. Le réseau de défense de Varlan, un réseau complexe de batteries ferroviaires sol-espace et de canons automatiques orbitaux, restait inactif. La guerre n'était pas encore arrivée. Ils pensaient que non, jusqu'à ce que 3 Tarasques tombent du vide. Ils n'ont pas lancé d'avertissement, ils n'ont pas demandé la reddition. Ils sont apparus en formation serrée, noirs, silencieux, moteurs froids, et ont ouvert le feu. Depuis le dôme central du bastion du commandement de guerre de Varlin, le général Dromas. Venn resta figé, les yeux écarquillés, tandis que son flux se transformait en un collage d'explosions. Confirmez l'identité, aboya-t-il. À qui appartiennent ces vaisseaux? La réponse ne venait pas de ses officiers, mais du flux en direct au-dessus de nos têtes. Un Tarasque en orbite inversée au-dessus de l'hémisphère nord ouvrit une coque de blindage modulaire pour exposer 8 lourdes lances à plasma. Elles illuminèrent la haute atmosphère d'un feu coordonné, déchirant la grille orbitale en rafales synchronisées. Un instant plus tard, l'analyste en chef de Venn, à l'état. Humain. Confirmé. Tous les 3. La salle de guerre. Sombrer dans le chaos. Rediriger les générateurs de boucliers planétaires. Remettre les batteries lunaires en marche. Tout de suite. Ils ont contourné la détection orbitale. Comment? Ils étaient déjà là, murmura quelqu'un. Dehors, l'un des Tarasques s'inclinait à basse altitude. Il ne se comportait pas comme un vaisseau. Il se tordait en vol comme un être vivant, ses plaques extérieures changeant de forme, révélant des cavités de lancement dissimulées sous de faux groupes de capteurs. Il largoua des lances cinétiques sur le district militaire sud, perçant les hangars souterrains qui abritaient la plupart des transporteurs d'assaut profond de Varlan. Venn fit un pas en avant, puis un autre, et puis le signal devint grésillant. Il n'atteignit jamais la console. Dans l'avant-poste orbital au-dessus de l'arc sud de Kaylor, le général Arash-Fulk arpentait la zone devant un tableau de commandement translucide. Le général Arash-Volk arpentait la zone devant un poste de commandement translucide. Son visage crispé était tendu, les yeux rivés sur la transmission en provenance de la planète en contrebas. « Nous avons localisé le camp de réfugiés », rapporta son officier des opérations. 137 signatures humaines, principalement des non-combattants. Le relief local confirme qu'il s'agit d'un ancien dépôt agricole. Aucune défense. Volk plissa les yeux. Escorter 2 escadrilles d'attaque. Suppression non létale. Capturé. Pas tué. Un jeune officier hésita. « Monsieur, devrions-nous vraiment nous concentrer là, dessus, avec tout ce qui se passe dans les secteurs ?» Volk ne regarda pas en arrière. « Nous ne pouvons pas laisser les ressources humaines se regrouper. Ce camp est un appât pour quelque chose de pire. Nous le sécurisons. Nous contrôlons le récit. » Les ailes décollent. 5 minutes plus tard, tous les capteurs de l'écran orbital de Kelo deviennent aveugles. La flotte passe en mode de suivi visuel. En contrebas, le dépôt s'illumine, non pas à cause d'explosions, mais de pics gravitationnels. Les relevés n'ont aucun sens. Les vecteurs d'attraction s'inversèrent, les mesures de masse déstabilisées, la télémétrie corrompue. Puis vint la rupture. Un pli spatial localisé explosa juste sous le sol, généré artificiellement et dirigé vers l'intérieur. Un trou noir miniature s'épanouit au centre du camp. Le cœur des gens s'arrêta. Reculez-les. Reculez-les maintenant. Trop tard. Un par un, les vaisseaux commencèrent à se courber vers la singularité grandissante. Les frégates se déformèrent, entraînées par leur propre inertie dans le vortex. Un croiseur de classe capitale tenta de rétrograder, mais le champ le détruisit en pleine vrille. Aucun cri ne retentit dans la transmission, juste des pannes système. Une à une, la flotte disparut dans le vide. Sur l'Elminster, le silence régnait. Le général Mills se tenait près de l'anneau d'observation, observant le chaos qui régnait sur l'orbite de Kaylor sur un écran partagé, la gauche pour les images optiques, la droite pour les images de télémétrie.
Le capitaine Lennox s'approcha, la voix basse. Le réseau de défense de Varlin s'effondra en 38 minutes. La dernière station explosa sous ses propres réacteurs. Mill resta silencieux au début. Il ferma brièvement les yeux, comme s'il essayait d'absorber le poids des mots plutôt que d'y réagir. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était basse. Compris. Lennox hésita. Clore confirma. Arme de singularité déployée, 6 vaisseaux disparus, aucun survivant. À des kilomètres, hocha la tête, les mains jointes dans le dos. Je vis derrière lui le lieutenant Stewart se pencher en avant. Prudent, hésitant, monsieur. Nous avons neutralisé leurs systèmes les plus puissants. Les autres se disperseront. Devons-nous les arrêter? Mill se retourna lentement. Son regard n'exprimait aucune joie, seulement la fatigue et quelque chose de plus profond. Ils ont voté ensemble, dit-il. Non par colère, mais avec effort. Ils ont donné naissance à cette situation. Ils ont donné naissance à cette situation. Nous lui donnons fin. Le ton de Stuart s'adoucit. Mais, monsieur, certains de leurs officiers appellent à la reddition. Il y a des couloirs civils, des familles qui tentent d'évacuer. Mill regarda le jeune officier un long moment. Puis il s'approcha, baissant la voix. « Je sais ce qui se passe dehors, Stuart. J'ai vu les images, entendu les transmissions. Tu crois que je n'entends pas les voix ?» Il baissa les yeux vers la console, puis vers les étoiles. « Ce n'étaient pas tous des soldats, je le sais. Et pourtant, ils ont voté pour faire de nous des esclaves, pour reprogrammer nos enfants. Nous n'avons pas choisi cela. » Il marqua une pause, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais nous nous y étions préparés. » Il recula. De nouveau calme, mais plus lourd qu'avant. Surveillez les voies d'évacuation. Au moindre signe d'engagement de leur part, nous les neutralisons. Pas de frappe préventive. Sauf s'il n'y a pas d'autre choix. Stuart hocha la tête discrètement, l'air partagé mais plus calme. Mill regarda Lennox. S'il y a une solution sans verser plus de sang, nous la prenons. Et puis, d'une voix plus assurée, ancrée par le devoir et non par la vengeance. Mais s'ils nous forcent à nouveau la main, nous finirons ce qu'ils ont commencé. De nouvelles fenêtres de flux apparaissaient sur l'écran. Les commandants de flotte imploraient par communications ouvertes. Certains criaient, d'autres pleuraient. Beaucoup ne demandaient même pas la clémence, juste la compréhension. Un flux se stabilisa. Le général Actor, de l'ascendance Mitari, apparut, assis seul dans une pièce obscure. Sa carapace argentée était éraflée. Une fine entaille laissait échapper une faible bioluminescence sur sa poitrine. Il fixait la caméra. « À quiconque l'écoutait, » dit-il d'une voix rauque. Je m'y opposais. J'ai dit que les humains n'étaient pas prêts à l'intégration, qu'ils n'avaient pas manifesté d'hostilité. Mais on m'a dit que je manquais de vision, que j'étais faible. Il baissa les yeux. Je sais maintenant que je n'étais pas faible. J'avais raison. Coupure d'alimentation. Sur Varlan, le bouclier planétaire central s'est effondré en plein cycle. 3 obus cinétiques orbitaux ont percé l'infrastructure de la capitale. Les bâtiments se sont effondrés comme du papier. Les tubes de transport se sont effondrés sur les zones d'évacuation. Les silos de défense ont surchargé et ont explosé vers l'intérieur, piégeant leurs propres équipes de soutien. Depuis un tunnel sécurisé sous le quadrant nord, le général Dromusven fut traîné à travers les décombres et les cendres, le bras gauche suspendu, inutilisable. Son système de communication clignota. « Où est la navette ?» Il haleta. Son aide de camp, le major Wren, le tira vers l'avant. 2 minutes plus tard. On a une chance. Un grondement au-dessus de nos têtes. Le sol se fendit tandis que la tarasque descendait. Ni vite, ni précipitamment. Il n'avait pas besoin de se presser. De retour sur l'Elminster, Stuart observait en silence. Sa voix était basse, incertaine. « Monsieur, ce n'est pas la guerre. C'est l'effondrement. » Mill resta immobile, les yeux rivés sur l'écran. Il resta silencieux pendant plusieurs secondes. La lumière de l'horizon brûlant de Varlin vacillait sur son visage. « Je sais, » dit-il finalement. Sa voix n'était pas dure. Elle était fatiguée. Notre silence les avait avertis. Notre retenue leur avait été témoignée. Il se tourna lentement vers ses officiers. Il n'y avait aucune flamme dans son expression, seulement de la lourdeur. Ils n'écoutaient pas. Maintenant, ils nous entendent, la seule façon dont ils nous avaient laissé parler. Stuart déglutit, hésitant. « On s'arrête maintenant ?»
Mill le regarda un long moment, comme s'il cherchait sur le visage du jeune officier quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Puis il jeta un nouveau coup d'œil à l'écran. « Pas encore », dit-il doucement, « pas avant la fin de la leçon. » Il s'approcha du tableau de commandement et ajusta la superposition tactique, mais cette fois plus lentement, comme si chaque mouvement demandait une permission. Envoyer l'alerte à l'unité 12. Passage final. Cibler uniquement les nœuds militaires restants. Aucune zone civile. Aucune. Le capitaine Lennox hésita. « Monsieur, dernière transmission de leur grille de commandement. » On aurait dit un adieu. Mill hocha la tête. Je l'entendis. Il baissa les yeux un instant, les épaules tendues. Assurez-vous que ce soit la dernière chose que nous ayons à entendre. Puis, plus doucement, presque pour lui-même, ils votèrent ensemble. J'espère juste qu'ils comprendront ensemble. Une dernière fenêtre s'ouvrit. Elle montrait l'horizon de Varlan. Délabré, vacillant, contenant encore des fragments de ce qui avait été. Mill ne détourna pas le regard. Confirmez le verrouillage de précision, dit Mills. Puis, après un souffle, continuez. Les derniers marqueurs de ciblage disparurent de l'écran. L'horizon de Varlin, autrefois sculpté dans les déchirures lumineuses d'un treillis défensif, scintillait désormais d'infrastructures effondrées et de réseaux électriques déconnectés. L'image se réduisait à l'infrarouge, au panache de fumée et aux signatures thermiques. Pas d'armes, pas de résistance. Le général Mill se tenait près du cercle d'observation, la main légèrement posée sur la vitre. Il ne parla pas, il ne scia pas. La lumière de la planète en contrebas vacillait dans ses yeux, prise entre le feu et le vide. Derrière lui, le pont de commandement de l'Elminster s'agitait silencieusement. Les officiers parlaient à voix basse. Les écrans passaient des superpositions tactiques au balayage de bas niveau et à la surveillance passive. Il n'y avait plus de séquence de tir, pas de nouveaux déploiements, que du silence, jusqu'à ce que ça se brise. « Monsieur », dit le capitaine Lennox d'une voix prudente, « nous recevons des transmissions prioritaires, pas de canaux militaires, civils. Mills n'a pas tourné. Source, mixte, des dizaines de systèmes. Quelques colonies extérieures, quelques mondes centraux, principalement de petits vaisseaux, des stations régionales, des bandes familiales, des chefs, du clergé, quelques nœuds non enregistrés, certains semblant être des enfants. Le mot resta en suspens. Stuart jeta un coup d'œil vers le général, puis de nouveau vers Lennox. Ils ne sont pas cryptés ? Non. Signal ouvert. Certains sont diffusés à grande échelle, d'autres sont personnels, adressés spécifiquement aux adresses de commandement. Un long silence s'installa entre eux. Mill retira sa main de la vitre, se retourna. Il se dirigea vers le centre de la table de commandement. « Faites-les tourner », dit-il doucement. Un canal à la fois. Le premier message s'anima, un flux visuel granuleux. Un ancien de Voctran, ridé, sans une lentille oculaire, était assis dans une chambre obscure, la voix brisée. « Mes filles sont servies. Je ne le voulais pas. J'ai supplié le conseil. Ils nous ont dit que l'humanité capitulerait, que vous n'aviez aucune volonté de vous battre. J'avais tort. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. » Le signal fut coupé. Un autre le remplaça. Cette fois, une adolescente Mitari, à peine plus jeune, parlant d'une voix monocorde et tremblante. « Nous n'avons plus de lumière. Nous sommes sous terre depuis la chute de la flotte. Mon oncle a dit que nous devrions prier, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Viendrez-vous nous chercher ?» Mill ne bougea pas. Sa mâchoire se crispa. Un troisième signal arriva. Une fonctionnaire qatari de rang intermédiaire, sanglotant, la moitié de ses mandibules arrachées dans ce qui ressemblait à une émeute. « Nous n'avons jamais voté. Nous n'avons même pas vu la chambre. Ils n'ont pas parlé pour nous. S'il vous plaît. Il y a encore des enfants ici. Je peux vous donner leur position. Laissez-moi essayer de... » Parasite. Le message fut coupé avant d'être terminé. De l'autre côté de la passerelle, aucun des officiers ne parla. Lennox baissa les yeux vers la table. Les doigts de Stuart flottaient au-dessus de sa console, immobile. Finalement, l'un des tacticiens les plus expérimentés, le commandant Ruiz, un homme qui n'avait pas prononcé un mot depuis la chute de Kellor, murmura, presque involontairement, que ce n'était pas ce que nous voulions. Mill leva les yeux vers l'écran.
Il étudia les schémas de brûlure dans les villes du nord de Varlan. Il zooma sur la grille de vol brisée de la capitale Dravari, puis sur la signature radioactive laissée par le relais orbital effondré de Loxvaren. Sa voix était lente. Non, ce n'était pas le cas. Ruiz secoua la tête avec amertume. Nous avons construit des pièges. Nous avons attendu. On a frappé plus fort que quiconque ne l'aurait imaginé. Et maintenant, il nous traite de monstres. Miles ne répondit pas. Stuart le regarda. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Miles ferma les yeux, juste un instant. Il vit les visages dans les messages. Le désespoir, la perte, pas seulement la leur. Il vit les noms des messages, le désespoir, la perte, pas seulement les leurs. Il vit les noms des humains morts en silence, les colonies qui avaient dissimulé leur véritable raison d'être derrière de faux murs et des noyaux souterrains, les vies qu'ils avaient risquées pour attendre, pour endurer. Il ouvrit les yeux, baissa les yeux. Un message avait été signalé sur sa console personnelle. Son canal privé. Source anonyme. Aucune métadonnée. Il l'ouvrit. L'écran s'emplit d'une image fixe. Une diffusion statique provenant d'un nœud planétaire de la dérive Ashvan. Une voix d'enfant, à peine audible, bourdonna dans les haut-parleurs. On nous avait dit que les étoiles répondraient un jour. Serait-ce vous? Il s'éloigna de la console non loin, d'un pas puis d'un autre. Ses mains retombèrent le long de son corps, ses doigts se contractèrent une fois, comme s'il lâchait quelque chose d'invisible. Puis il respira, et l'air lui parut plus lourd qu'avant. Lennox observait. Stuart resta silencieux. Miles se tourna vers le pont, les mains légèrement repliées le long de son corps. Ils en ont assez. La pièce était silencieuse. Ruiz leva les yeux. « Monsieur ?» Miles prit une nouvelle inspiration. Il n'était pas question de vengeance. Il s'agissait de survie, précision. S'assurer que personne ne vienne plus jamais nous chercher. Il marqua une pause. Puis, mais nous ne sommes pas les méchants de cette histoire, et je ne laisserai plus le silence nous définir. Il se tourna vers Lennox. Sécuriser un canal prioritaire, une grille diplomatique, tous les nœuds restants. Ce n'est pas un message. C'est une déclaration. Lennox hésita. Content? Miles regarda les étoiles. Il est temps qu'elles nous entendent. Il se dirigea vers le podium central. Les lumières du pont s'éteignirent légèrement. Le dôme de projection se calibra autour de sa silhouette. Stuart s'approcha d'une voix douce. « Monsieur, êtes-vous sûr ?» Miles hocha lentement la tête. « Nous n'avons pas commencé cette guerre, lieutenant, mais nous serons ceux qui la termineront. » Il rajusta sa veste. « Laissons le silence respirer une dernière fois. Faisons en sorte qu'il n'oublie jamais. » Et puis, d'une main ferme et le regard fatigué, le général Johnson Miles rompit le silence. La pièce était scellée. À l'intérieur de la chambre de diffusion principale de l'Elminster, le temps semblait suspendu. Les murs, composite noire obsidienne tapissée de filaments de capteurs, semblaient extraire le son de l'air. Pas de bourdonnement de réacteurs, pas de bavardage, juste le silence, l'attente. Le général Mills entra par la cloison arrière d'un pas silencieux, le sifflement de la porte pressurisée se refermant derrière lui. Il était déjà en uniforme, serré, sans ornement, marqué seulement par la légère garniture argentée qui signalait l'autorité du commandement. Pas de médaille, pas de ruban, pas aujourd'hui. Une large lentille flottait silencieusement devant, suspendue par 3 bras de stabilisation. Des dizaines de micro-actionneurs se déplaçaient pour s'adapter à sa présence. Au-dessus de l'objectif, une lumière rouge restait éteinte. Pas encore active. Pas encore. De l'autre côté de la chambre, des écrans encastrés s'allumèrent lentement. Images tactiques. Surveillance planétaire. Champs de débris. Couloirs abandonnés. Des dizaines de systèmes. Des dizaines de ruines. Des images silencieuses assemblées en une mosaïque de conséquences. Rien de tout cela ne bouclait. Ce n'était pas nécessaire. Le capitaine Lennox se tenait derrière la vitre insonorisée du pont des opérations. Le commandant Ruiz et le lieutenant Stuart l'encadraient, supervisant les synchronisations des relais et les paramètres d'isolation de sécurité. Tous les nœuds de communication, des mondes centraux aux confins de l'espace de la coalition, étaient alignés. Cette émission ne demanderait pas d'autorisation.
Elle arriverait sans invitation, sans contestation et sans interruption. Au fond de la salle, un technicien junior, le technicien de 2e classe Daniel Price, tenait une ardoise de diagnostic contre sa poitrine. Sa main trembla une fois avant qu'il ne la remarque et ne la stabilise. Il s'avança, prudemment. « Monsieur, dit-il d'une voix douce mais audible, tu vas vraiment tout dire ?» Mill ne quitta pas l'objectif au début. Puis il se retourna, les yeux au même niveau. « Oui. » Price hésita. « Ils ont déjà tant perdu. Il y a des colonies hors ligne, des chefs disparus, des familles disparues. Nous les avons perdus aussi, dit Mills. Les nôtres n'ont tout simplement pas été diffusés. » Sa voix était calme, fatiguée mais calme. « Aucune espèce ne choisit les chaînes, dit-il. Nous ne l'avons pas fait, et personne d'autre ne devrait être invité à le faire. » Price hocha la tête une fois, mais son visage resta crispé. « C'est juste qu'il y a beaucoup de souffrance dehors, monsieur. » Je ne pense pas qu'il s'attendait à perdre autant. Mill le regarda, le regard ferme mais sans amertume. Nous non plus. Le technicien hocha la tête, puis recula, disparaissant dans l'ombre près de la console arrière. Mill s'approcha du podium. C'était une plateforme circulaire surélevée de 3 marches, dont les bords étaient munis de déclencheurs de proximité et de verrous biométriques. Tandis qu'il prenait position, l'éclairage de la salle s'ajusta. Blanc froid, pas d'ombre, pas de correction des couleurs, que de la clarté. Un silence régnait dans la pièce. La voix de Ruiz résonna dans le haut-parleur. Posé et calme. Réseau de transmission synchronisé. 63 systèmes primaires alignés. Forme d'ondes secondaires préparée. Le flux remplacera tous les canaux. Civils, militaires. C'est la seule voix qu'ils entendront. Code de confirmation ? Demanda Miles. Echo Delta 39, répondit Lennox. Miles hocha la tête. Continuez. Une faible harmonique pulsa à travers le sol, à peine perceptible, si ce n'est le bourdonnement des lumières qui résonna pendant une fraction de seconde. Stuart ajusta une commande latérale, vérifiant l'intégrité du signal. « Nous sommes prêts à vos ordres. » Mill ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta vers le mur de projection le plus proche. Il avait bougé. Il offrait maintenant un panorama du champ de débris de Kaalor. Des silhouettes métalliques déchiquetées, suspendues en orbite, traçant de lents arcs d'atmosphère gelée et de plaques de coques fragmentées. Autrefois, un corps militaire. Aujourd'hui silencieux. La capitale, Varlin. Encore fumante. Le treillis des boucliers a brûlé. Les lignes de transport se sont froissées comme des rubans. Puis arriva Rhea. Les tubes de lancement souterrains exposés. Les coques des tours se sont fissurées, révélant le blindage en dessous. Une colonie construite pour abriter des civils, renaissant sous forme de machines de guerre. Le regard de Mill s'attarda une seconde de plus. Rhea n'avait pas rugi. Elle avait attendu. Et cela la rendait plus dangereuse que tout ce qui avait pu le faire. Sur un autre écran, les images d'une transmission interceptée clignotaient en monochrome. Un sénateur Dravari pleurait hors champ. Pas de mots. Juste le bruit du recyclage de l'air dans une chambre trop grande, trop vide. Pas de mots. Juste le bruit du recyclage de l'air dans une chambre trop grande, trop vide. Mill baissa les yeux vers la surface du podium. Les capteurs biométriques le reconnurent et déverrouillèrent l'objectif. L'étalonnage clignota 2 fois. Le voyant rouge d'enregistrement resta éteint, mais maintenant il écoutait. Il inspira lentement, laissa l'air remplir ses poumons, laissa le poids des derniers mois s'étendre sur ses épaules. Puis il expira d'un souffle constant. Sa main flottait au-dessus de la clé d'activation. Derrière la vitre insonorisée, Lennox, Ruiz et Stuart restaient immobiles. Personne dans la chambre ne bougea. Non pas par peur, mais parce que ce n'était pas un message. C'était de l'histoire, gravée dans les mots. Mill resta là, silencieux, à un souffle du signal qui atteindrait toutes les étoiles encore en rotation. Et lorsqu'il donna enfin l'ordre, il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La lumière au-dessus de la lentille devint rouge. À travers les étoiles, tout commença. Dans les systèmes centraux de l'ascendance Mitari, dans les caveaux profonds des archives Qatari, dans les tours de communication dérivantes des lunes fracturées de Corin, tous les écrans s'allumèrent sans prévenir.
Pas de transition, pas de construction sonore, pas de signature d'ouverture. Juste un homme. Le général Jensen Miles se tenait au centre du cadre. Immobile, posé. Les rides sous ses yeux étaient marquées. Son expression était calme, mais épuisée, comme si chaque souffle avait coûté quelque chose. Le fond était noir mat, pas de drapeau, pas d'emblème, pas de mise en scène, que des mots. Vous avez voté pour notre asservissement. Il l'a dit doucement, aucune colère dans sa voix. Vous avez appelé cela pacification, réalignement, intégration. Mais nous savons tous deux ce que c'était vraiment. Dans des centaines de systèmes stellaires, les diplomates se sont figés dans leurs chambres. Les commandants ont interrompu les manœuvres de la flotte en plein feu. Les techniciens de diffusion ont cherché des commandes auxquelles ils n'avaient plus accès. Toutes les tentatives pour couper le flux échouèrent. Chaque contournement fut rejeté. Mill continua. Vous avez construit des chambres pour débattre de notre sort. Nous n'avons été ni invités ni entendus. Mills continua, sans broncher. Aucune civilisation ne veut de chaîne. Nous non plus. Et personne d'autre ne devrait être obligé d'en porter. Derrière lui, l'écran sombre s'anima lentement. De douces superpositions apparurent derrière la silhouette du général. Rhea, Arcos Prime, Juno 7. Des cités s'ouvrant, des tours se retournant, des vaisseaux sombrant dans leur propre ombre, des images que la galaxie avait déjà vues. Mais maintenant, ils avaient le contexte. Mill s'avança, la caméra le recadrant subtilement. Le poids de sa posture ne changea pas. Nous répondîmes par le silence. Il marqua une pause. Nous vous laissions vous interroger. Nous vous laissions courir. Et le moment venu, nous vous montrions à quoi servait ce silence. L'écran derrière lui tournait. La singularité de Kaelor s'épanouissait sous la flotte. L'effondrement orbital de Varlin. Les signaux de commandement de Dravari se sont figés. Aucun son ne les accompagnait. Nombre d'entre vous nous ont demandé pourquoi nous n'avions pas parlé plus tôt. Sa voix s'est ralentie, car vous n'écoutiez jamais. Un autre battement. Vous avez supposé que nous étions mous, désorganisés, trop dispersés pour s'unir, trop nouveaux pour avoir de l'importance. Vous avez pris notre patience pour de la faiblesse, notre diplomatie pour du désespoir. Un silence. Vous avez pris notre patience pour de la faiblesse, notre diplomatie pour du désespoir. Un silence. Vous avez pris notre silence pour un consentement. L'écran est devenu noir derrière lui, seul son visage est resté. Nous étions silencieux parce que nous construisions, nous préparions, afin que, le moment venu, nous ne demandions pas la permission de survivre. Dans des dizaines de salles de guerre, les hommes fixaient la transmission sans rien dire. Nous ne demanderions pas la permission de survivre. Dans des dizaines de salles de guerre, les hommes fixaient la transmission sans rien dire. Dans une douzaine de flottes fracturées, les signaux s'interrompaient en plein commandement. Dans l'une d'elles, un stratège de haut rang de Mitari pleurait sans un bruit. « J'ai vu vos messages », dit Miles. « De civils, d'enfants, de ceux qui ignoraient que le vote avait eu lieu. Nous les avons entendus. Tous. » Son expression ne s'est pas adoucie, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Puis vint le changement final. Il se pencha en avant non pas pour menacer, mais pour se faire entendre. Alors, la prochaine fois que vous lèverez la main pour juger un autre peuple, souvenez-vous de ce que cela vous a coûté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand vous avez cru que la plus jeune espèce des étoiles ne survivrait jamais. Il se redressa. La lumière rouge au-dessus de l'objectif commença à s'estomper. Ce n'était pas un avertissement. Sa voix était ferme, inflexible. C'est un souvenir. L'écran s'éteignit. À travers la galaxie, le silence retomba. Mais maintenant, il avait un sens. Bien au-delà des secteurs centraux, près de la limite du convoi de Carville, l'une des dernières flottes de la coalition évoluait dans l'espace obscur. Elle était à sec. Pas de balises, pas de communication. 31 vaisseaux, de 6 espèces, rassemblés sous une structure de commandement fragmentée dirigée par l'amiral révérend Telbor des Voctrans. Telbor se tenait dans la baie de commandement du Ravun's Edge, sa haute silhouette partiellement dissimulée sous un long manteau de plaques de blindage et de capteurs. Ses 4 yeux clignaient de façon décalée. Le silence autour de lui était pesant. L'émission avait été diffusée quelques minutes auparavant. Personne n'a parlé depuis. « État d'avancement » demanda-t-il finalement.
Son premier officier, un Qatari élancé nommé Vec, parlait à voix basse. Notre chemin vers le relais périphérique est bloqué. DeepScan vient de confirmer 3 nouvelles signatures thermiques à la limite du vecteur. Les mandibules de Telbor ont cliqué. Humain? Oui, monsieur. Sur l'holo-écran, 3 points pendaient comme des lames aiguisées dans le vide. Aucune mesure d'énergie, aucune vitesse d'approche, juste la masse, parfaitement immobile, des Tarasques. Les officiers de communication de l'Edge déglutirent. Ils n'ont pas bougé, ils n'en ont pas besoin, répondit Telbor. Le silence retomba sur le pont. Puis les lumières de la passerelle s'éteignirent volontairement. L'équipage commença à éteindre les systèmes, un poste à la fois. Bouclier baissé. Sécurité des armes enclenchée. Propulsion stoppée. Un geste silencieux et total. Pas une reddition protocolaire, une reddition volontaire. Telbor s'approcha de la console centrale, les yeux toujours fixés sur les formes immobiles devant lui. Désactivez les réacteurs principaux, dit-il. Vec se retourna. Monsieur, on ne va pas fuir. Plus maintenant. Il regarda l'équipage. Tous les systèmes étaient éteints. Balise en mode passif. Aucun signal. Autour de lui, le vaisseau obéissait. Un par un, les autres vaisseaux de la flotte suivirent. Les signatures énergétiques s'estompèrent. Les traînées des propulseurs se refroidirent. Les tourelles se replièrent. Les lumières s'éteignirent. La flotte s'immobilisa. De l'autre côté du vide, les Tarasques restèrent immobiles, silencieux, observants, sans rien faire. Sur l'Elminster, les lumières de la salle de transmission se mirent en veille. L'objectif, au-dessus du podium, s'éteignit. Personne ne parla. Ni Lennox, ni Stuart, ni Ruiz, ni les inscriptions sur les murs. Mill descendit de l'estrade sans un mot. Il avança lentement, non pas par défaite. En guise de conclusion, dans le silence qui suivit l'émission la plus regardée de l'histoire des stars, il n'y eut pas d'acclamation, seulement le souffle et le souvenir. La guerre était finie, mais la leçon ne serait jamais oubliée. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, ou dites-moi simplement bonjour si vous préférez. Dans tous les cas, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. J'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.